numérique et d'une transmission analogique, on avait expliqué la différence qu'il y avait entre les deux. Ensuite, on avait parlé de perturbations. Il y avait plusieurs types de perturbations et comment ils impactaient le signal. On avait parlé aussi de l'affaiblissement, qui était un phénomène naturel qui pouvait aussi impacter un signal. Et donc, ça, c'était dû justement à la déperdition de l'énergie donc électrique en général sous forme de chaleur. Et pour donc remédier à ce problème, il fallait réamplifier le signal au bout d'une certaine distance. Donc, les câbles en général n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc, chaque type de câble, il a ses propres distances d'affaiblissement, c'est-à-dire qu'on va mesurer ça en laboratoire et on va estimer quelle est la distance à partir duquel il faut réamplifier le signal. Donc, quand on fabrique des câbles, on ne les fabrique pas comme ça, on les fabrique selon des normes. Donc, on avait parlé du problème de normalisation et de standardisation. Donc, les câbles qui sont commercialisés sont fabriqués selon un standard. Et donc, tous les câbles qui ont été normalisés, on connaît à l'avance donc un certain nombre de caractéristiques, telles que le débit, telles que le rapport d'affaiblissement et d'autres informations qui les caractérisent. Donc là, on va passer à autre chose, toujours dans le même thème concernant les paramètres de performance d'un signal. Alors, parmi ces paramètres, il y a un paramètre qui est important, c'est le taux d'erreur. Alors, que va exprimer le taux d'erreur? Il va exprimer la fiabilité d'un support ou là d'un câble. Alors, tous les supports ne sont pas égaux. C'est-à-dire qu'il y a certains types de supports qui sont plus performants dans la transmission que d'autres, ou là dans la robustesse, ou là dans la fiabilité vis-à-vis de l'environnement. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que l'environnement qui va être bruité va impacter moins la fibre optique, par exemple, qui ne va impacter un câble de type pertorsadé ou là, de type câble coaxial, ou bien l'air. C'est-à-dire qu'il y a des câbles qui sont moins protégés que d'autres, et aussi cela dépend aussi du signal. Comment le signal il est encodé. On verra par la suite que le signal analogique il est plus fiable, plus robuste vis-à-vis du bruit ambiant par rapport à un signal numérique. Alors, comment on va tester un câble ou là, tester une ligne? C'est en faisant justement, en envoyant donc une quantité d'informations et en vérifiant à l'arrivée quel est le pourcentage d'erreur. C'est comme ça qu'on va évaluer ce qu'on appelle le taux d'erreur. Donc, le taux d'erreur Monsieur, oui, oui. monsieur, je m'excuse, كاين اللي راح يدخل. Je vous ai envoyé un email, je pense, à votre délégué. Comme le BDA à 2 heures, donc je vais les réactiver, mais je n'ai pas envie d'être interrompu. Donc, quand je trouverai un temps libre, je passerai pour les réactiver. Mais si tous les 10 minutes, je vous ai dit de vous connecter avant de 14 heures. OK? Donc, s'il vous plaît, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Il fallait venir se connecter avant 14 heures. Je l'ai bien précisé. Alors, je continue là où je me suis arrêté. Et s'il vous plaît, ne m'interrompez plus s'il y a quelqu'un qui est en attente. Dès que j'aurai un peu de temps, j'irai voir. OK, mais je n'ai pas envie d'être coupé pendant que je fais mon cours. S'il y a des questions, marhaba. Si pour autre chose, non. Alors, le taux d'erreur, donc ça va être la fraction entre le nombre de bits erronés qui ont été constatés à l'arrivée par rapport au nombre de bits émis. C'est-à-dire qu'on va envoyer une séquence binaire sur un câble, on connaît cette séquence et on va vérifier à l'arrivée. C'est-à-dire on va comparer la séquence qui a été émise par rapport à la séquence qui a été reçue. Et on va dénombrer les bits qu'on a constatés comme étant erronés. Donc, un taux d'erreur, j'allais dire parfait, serait égal à 0. C'est-à-dire que si le taux d'erreur est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a aucune erreur qui a été constatée lors de la transmission. Mais malheureusement, on ne pourra jamais atteindre un taux d'erreur parfait. C'est-à-dire que dans tous les cas, cette fraction-là sera toujours différente de 0, en tout cas supérieure à 0. Aussi petite soit-elle, c'est-à-dire que le taux d'erreur en général, en moyenne, on va le constater, il est autour de 1 à 2%.
Hein, si j'envoie 1 million de bits, je vais trouver qu'il y a un certain nombre de bits qui vont être entachés par les erreurs parce que je ne peux pas les éviter. Donc, l'objectif, c'est de rendre cette valeur-là, en tout cas cette fraction-là, la plus petite possible. Et de toute façon, où je compris là, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes taux d'erreur d'un support à un autre. C'est-à-dire chaque type de câble, chaque type de support, on va constater qu'il y a des taux d'erreur différents. Sur une même ligne, par exemple, si vous essayez d'établir une ligne ADSL chez vous, d'Internet, d'abord, on va faire des tests. On va vérifier est-ce que votre ligne est apte justement à recevoir donc une connexion ADSL. Ce n'est pas toutes les lignes téléphoniques qui sont prédisposées justement à être connectées à Internet. Tout dépend par quel environnement elles passent. Si elles passent par des environnements très, très bruités, ça ne sert à rien de vous raccorder à la DSL parce que vous allez avoir obtenu une connexion qui est lamentable, qui est nulle. Donc, on va d'abord la tester pour voir est-ce que la ligne physique, elle est bonne et que le taux d'erreur qui a été constaté n'est pas très élevé. Si on trouve que le taux d'erreur est élevé, là, on vous dit on ne peut pas l'installer, on ne peut pas, en tout cas, vous ne pouvez pas vous abonner à une DSL. Il faut changer de ligne physique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on vous change la ligne physique pour obtenir éventuellement de meilleures performances. Donc, c'est à partir de ces tests-là qu'on pourra éventuellement vous promouvoir justement un abonnement à DSL ou la c'est-à-dire en fonction du taux d'erreur qui a été constaté au niveau des tests. Donc, ça, c'est le taux d'erreur. Donc, il va exprimer la fiabilité donc, du signal ou de la liaison que vous avez. Donc, un autre paramètre, c'est la vitesse de transmission. C'est-à-dire, quelle est la capacité soit de la carte réseau, soit du câble à pouvoir transmettre un certain nombre de bits à la seconde. Alors, pour pouvoir exprimer ces paramètres de performance, j'ai besoin d'introduire un certain nombre de concepts. Le premier concept, c'est le concept d'état dont j'avais parlé précédemment. Donc, je vais revenir en arrière pour vous réexpliquer la notion d'état. Bon, là, il y a un petit bug. OK. Donc, un état, c'est la plus petite portion de votre signal. C'est-à-dire, c'est la portion élémentaire dont va être constitué mon signal. Alors, que ce soit dans un signal numérique ou dans un signal analogique, j'ai toujours cette notion d'état. C'est-à-dire, dans le cas d'un signal analogique, ça va être cette portion-là. C'est-à-dire qu'elle est indivisible. Je ne peux pas envoyer la moitié d'un état. J'envoie toujours un état. Tous les états ont la même durée. Ça, on en a déjà parlé. On dit 4 états. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait expliqué ces états. Donc, on a 4 états. Tous ces états-là ont la même durée et ils représentent les différentes données que je pourrais envoyer. C'est-à-dire chaque état va correspondre à une combinaison binaire. Alors, dans le cas simple, j'aurai 2 états. Chaque état va représenter un 0. Là, on peut complexifier le signal en augmentant le nombre d'états. Et dans ce cas-là, chaque état va représenter une combinaison de plusieurs bits. Dans le cas numérique, c'est le même principe. Donc, on a un paramètre, c'est la tension, en général l'intensité du courant. Et là, j'ai les différents états qui caractérisent mon signal. Et là, j'ai défini 4 états. Donc, l'état, ça va être la plus petite portion de mon signal. OK, donc ça, c'est la notion d'état. Je la retrouve aussi bien dans une transmission analogique que dans une transmission numérique. Donc, dans une transmission numérique, ça va être un niveau. Dans une transmission analogique, ça va être un signal élémentaire qui est caractérisé par une fréquence, une phase et une amplitude. Ce qu'on a dans la transmission analogique, on fait varier les 3 paramètres intrinsèques du signal, c'est-à-dire les paramètres qui déterminent le signal lui-même. Donc ça, c'est l'état. Tous les états ont une même durée qu'on va noter petit t ou delta. OK, cette donnée, elle est fixe. Ce paramètre, elle est fixe. Il est fixe, donc il ne varie pas.
Euh, ensuite, chaque état va représenter qu'on a soit un bit dans le cas simple, soit un ensemble de bits. OK? Donc, cette information-là, je vais la représenter par n, le paramètre n. Donc, n va dénoter le nombre d'états que va représenter, le nombre de bits que va représenter chaque état. Donc, allez, je vais la noter n. Maintenant, le nombre d'états différents, le nombre d'états élémentaires différents de mon signal, 2 puissance 1. voilà, c'est 2 puissance n, ce que je vais appeler la valence. Donc, la valence, c'est le nombre d'états différents de mon signal. C'est-à-dire que si j'ai 2 bits par état, donc le nombre d'états globaux dont j'ai besoin, c'est 2 puissance 2, c'est-à-dire 4. Si j'ai envie de représenter 3 bits par état, donc ça va être 2 puissance 3, c'est-à-dire 8. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce que je vais appeler la valence du signal. C'est le nombre global d'états élémentaires dans mon signal. Alors, petit rappel à travers des exemples. Donc là, comme le cas simple, donc c'est une transmission numérique. Donc là, vous voyez bien que c'est une transmission numérique parce que j'ai un signal en forme carrée, j'ai simplement un niveau, enfin, j'ai plutôt un paramètre qui est varié, c'est le niveau, éventuellement l'intensité du signal, ou dans le cas d'un signal électrique, ça pourrait être la tension du signal. Donc là, j'ai deux tensions, V1, V2. Alors, si j'ai deux états, ça veut dire que V est égal à 2 et N est égal à 1. Okay, donc, chaque état va encoder un bit. Donc, ça, c'est le cas le plus simple. Ce que je vais appeler ici rapidité de modulation, c'est le nombre d'états que je peux envoyer à la seconde. Puisque tous les états ont la même durée, donc je peux déterminer le nombre d'états que je pourrais envoyer à la seconde, et cette valeur-là, elle est fixe, puisque la durée d'un état ne change pas, donc le nombre d'états que j'envoie à la seconde est aussi une constante. Alors, l'unité que je vais utiliser pour exprimer cette rapidité est appelée BOD. OK? Et que là, si je prends l'échelle, chaque état va durer 1 milliseconde. Donc, la rapidité de Carré, ça va être 1 sur 10 moins 3. Donc, ça va me donner 1000 états à la seconde, ou là, 1000 BOD. Plus concrètement, ça va être BOD. C'est l'unité qui est rattachée à la rapidité. Alors là, on reprend ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, 2 états par symbole, par état. Donc, la valence est égale à 2. N est égal à 1. Le débit, on l'expliquera par la suite. Hein. Donc, je n'ai pas envie d'introduire le débit pour le moment. Donc, ça, c'est une transmission numérique. Dans le cas d'une transmission analogique, alors ici, vous voyez le cas. Donc, on avait vu la fois passée comment faire varier le niveau, l'amplitude d'un signal analogique, comment faire varier la phase, mais on n'a pas vu comment faire varier la fréquence. C'est ce qu'on va essayer de voir ici à travers cet exemple. Là, vous voyez, il y a deux états. Il y a l'état 0, il y a l'état 1. L'état fait une période, l'état fait deux périodes. Lorsque pour une même durée, parce que là, on a la même durée entre le 0 et le 1, vous allez constater qu'il n'y a pas le même nombre de périodes qui sont affectées aux états, vous déduisez ou là vous concluez automatiquement que vous avez fait une variation de fréquence. C'est-à-dire que F, la fréquence qui a été utilisée ici, n'est pas la même fréquence qui a été utilisée là. Pourquoi? Parce que la fréquence, c'est le nombre de périodes par unité de temps. On a F est égal à 1 sur T. Donc là, pour cet état, j'ai utilisé une fréquence. Là, j'ai utilisé deux fois la première fréquence. C'est F, c'est 2F. Pourquoi? Parce que là, j'ai deux périodes pour la même durée. Donc, lorsque j'ai envie d'envoyer un 0, donc je vais envoyer cet état avec la fréquence F. Quand j'ai envie d'envoyer un 1,
pour la même durée, je vais envoyer cet état qui comporte deux périodes. C'est-à-dire que la fréquence tau, c'est deux fois la première fréquence. Et là, on voit justement cette variation du nombre de périodes par durée d'état. Donc là, j'ai fait une variation de fréquence dans mon signal analogique. Bon, ça c'est, on a le cas simple, c'est-à-dire un bit par étape. Donc là, on va voir un peu un signal un peu plus complexe. Donc, je vais prendre 2 bits par étape dans le cadre d'une transmission numérique. Donc, il me faut 4 tensions différentes. Donc là, je vais augmenter le nombre de tensions. OK? Donc là, chaque tension va représenter une combinaison binaire sur 2 bits. On dit la combinaison 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Bon, là, il y a une petite erreur. Normalement, c'est 1, 0. Hein. Il y a un 1 qui se répète deux fois. Normalement, c'est 1, 1, 1, 0. Alors, le temps n'a pas changé. C'est-à-dire le temps, la durée d'un état est la même. Elle n'a pas changé par rapport au premier cas. Ce qui a changé, c'est la balance. C'est-à-dire la balance, dans le premier cas, elle était égale à 2. Là, elle est égale à 4, puisque j'utilise 4 états différents. N va passer de 1 à 2. Là, j'ai 2 bits par état. OK? La rapidité va rester la même, elle ne va pas changer par rapport au premier cas parce que c'est toujours le même nombre d'états que je peux envoyer à la seconde. C'est-à-dire si la durée est la même que dans le premier exemple, la rapidité ne va pas changer. OK? Est-ce que c'est clair pour cet exemple? Oui. Alors, dans le cas analogique, alors regardez ce qu'on a fait. On a utilisé deux amplitudes différentes. La première amplitude ALIC, une autre amplitude et deux fréquences. Puisque les états de l'Oulani, ont une seule période, ou les deux derniers ont deux périodes. Donc, on a utilisé deux fréquences et deux amplitudes. Donc, 2 fois 2, ça me donne 4. Donc, ça me permet d'obtenir une valence égale à 4 et forcément n égale à 2. Donc, l'état de l'Oulani est 0, 0, 0. Donc, il a une amplitude basse avec une fréquence f. Le deuxième état 0,1, il a une amplitude haute avec la même fréquence. Les deux derniers états, donc je vais changer de fréquence, donc je vais utiliser 2f, 2 fois f. Vous voyez qu'il y a deux périodes par état, par durée d'état, et l'un va avoir une amplitude basse, ou l'autre il va avoir une amplitude haute. Donc lorsque vous comparez les quatre états, vous allez voir qu'aucun état ne ressemble à un autre. Donc ça, c'est ce qui est recherché. Donc, tous les états ont au moins un paramètre qui les différencie des autres, c'est-à-dire soit l'amplitude, soit la fréquence, soit la phase. Là, je n'ai fait varier que, je n'ai pas fait varier la phase. La phase pour les quatre états, elle est égale à 0. Hein? OK, donc je commence avec une phase 0 pour les quatre états. Ce que j'ai fait varier ici, c'est l'amplitude et la fréquence. Donc, j'ai utilisé deux fréquences et deux amplitudes, ce qui m'a permis de générer mes quatre états. Alors, quand je vais représenter le signal, tout dépend de la séquence. Donc, c'est toujours la même séquence. Hein. Tout à l'heure, je l'ai représenté avec deux états. Là, je la représente avec quatre états. Donc, je vais voir la séquence. Donc, un 0, 1, c'est l'état. Le deuxième état, c'est 1, 0. Donc, ça correspond à ce signal-là. Alors, 1, 0, il est où? Il est là. Voilà. Donc, c'est ce que je vais représenter là. Et enfin, 1, 1, c'est le dernier état que je représente. Ok, donc dans le premier cas, c'est la même séquence. Donc, je l'ai représenté avec une valence est égale à 2 et n égale à 1. Donc, ça m'a donné ce signal qui dure un peu plus longtemps, qui dure deux fois plus que le dernier signal ADL, puisqu'un là, je considère 2 bits par état.
Et alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que la durée d'un état ne change pas. C'est-à-dire si j'ai toujours la même durée. Simplement, l'état, il représente 2 bits, ou il représente un seul bit. Est-ce que c'est clair pour cette représentation? Oui. S'il vous plaît, si vous ne comprenez pas, vous me posez des questions avant d'avancer. Parce que ça ne sert à rien d'avancer si vous êtes out. Ok, j'avance alors. Alors, on va faire une petite synthèse. Donc, rapidité de modulation. Donc, R, prenez le nombre d'états transmis en une seconde. Donc, vous prenez la durée d'un état qui est fixe. Et vous faites l'inverse, vous obtenez la rapidité, qui est exprimée en watts. OK. Maintenant, le débit binaire. Le débit binaire, c'est quoi? C'est la quantité d'informations, c'est-à-dire de bits. C'est l'élément de base d'évaluation de l'information, donc c'est le bit. Donc, c'est la quantité de bits que vous envoyez en une seconde. Avant de pouvoir exprimer la formule qui a le débit, donc, je rappelle que n est égal log de 2v, puisque v est égal 2 puissance 1, donc forcément n est égal log de 2v. Et je vais essayer d'exprimer d en fonction de r. R est le nombre d'états transmis à la seconde. Donc, pour avoir le débit, il faut multiplier R par N, ce qui est logique, puisque là, je vais déterminer quel est le nombre de bits que je peux envoyer à la seconde, puisque un état permet de représenter un, voire plusieurs bits. Donc, ce plusieurs bits, il est encodé par le paramètre N. Donc, si N égale à 1, c'est-à-dire si chaque état représente un bit, donc là, vous avez R qui est égal à AD. D'accord? Ce qui est trivial. C'est bon pour D? Ok, on avance. Temps de transfert. Alors, le temps de transfert, qu'est-ce qu'il représente? C'est le temps nécessaire pour qu'un message soit transmis par un émetteur et qu'il arrive entièrement vers un récepteur. C'est ce qu'on appelle le temps de transfert. Donc là, vous voyez la formule. Elle s'exprime sous forme la somme de deux temps que j'appelle le temps d'émission, ou bien appelé aussi le temps de transmission, plus un temps de propagation. Alors, pourquoi ces deux temps-là? Parce que pour que le message arrive, il faut d'abord un premier temps, c'est-à-dire un temps nécessaire pour injecter tout le message sur le support. Et donc, forcément, le temps, il va dépendre du débit. Le débit de quoi? Le débit de votre carte réseau. C'est-à-dire la carte réseau, elle a une vitesse. Donc, si vous voulez envoyer 1 mégaoctet, mais si comme vous voulez envoyer 100 mégas, c'est-à-dire qu'il faut un temps pour que toute l'information soit transformée sous forme d'un signal et que le signal soit sur le support. Donc, ça dépend de ma vitesse en tant que carte réseau à pouvoir générer les signaux qui vont représenter cette donnée-là. OK? Donc, le temps d'émission, il va dépendre du débit associé à la carte réseau. Donc, quand vous écrivez ici, regardez la formule, temps d'émission est égal taille du message envoyé divisé par le débit binaire. Donc, si par exemple, le débit à la carte réseau TACOM, il est 10 mégas, 10 mégabits par seconde, et vous voulez envoyer 100 mégabits par seconde. Donc, vous allez mettre 10 secondes pour envoyer votre message, ce qui est logique. Par contre, si le message qui fait 10 mégas, donc tu vas mettre une seconde. Donc, le temps d'émission va dépendre de la taille du message envoyé et du débit associé à votre carte réseau. Alors, une fois que la carte réseau a généré les signaux représentant cette donnée-là, oui, لا طاي لازم نكسبريميوها بالبيت. Forcément, tu dois faire en sorte que les unités que ce soit le débit soit kiff-kiff. Donc, tu dois normaliser les unités. OK, donc si tu as par exemple un méga ou un bit, donc il faudrait que tu changes pour obtenir un temps exact. D'accord.
OK. Donc, ça, c'est le temps d'émission. Maintenant, une fois que le signal TAC il est généré, il est sur le câble, il ne va pas arriver instantanément vers la destination. Il faut qu'il se déplace. Même s'il se déplace à la vitesse de la lumière, ben, il lui faudra un temps, hein, aussi minime soit-il. Donc, ce temps-là va dépendre de la distance qui sépare l'émetteur du récepteur et de la vitesse de propagation du signal. Donc, les grandeurs physiques, c'est-à-dire n'ont pas forcément les mêmes distances, les mêmes vitesses de propagation, hein. Donc, si vous envoyez votre signal sous forme de transmission radio, donc là, vous allez vous approcher de la vitesse de la lumière. Et si vous vous envoyez, par exemple, sur fibre optique, c'est la vitesse de la lumière, parce que là, vous avez des signaux optiques, des signaux lumineux. Par contre, si vous envoyez sur un câble cuivré, donc ça, c'est l'électricité. Donc, vous avez une vitesse un peu moins importante que la vitesse de la lumière. Donc, chaque type de câble va avoir ses propres caractéristiques en termes de vitesse de propagation. Donc, le temps de propagation va dépendre de ces deux facteurs. Donc, la distance qui vous sépare du destinataire final et de la vitesse du signal en termes de propagation. Donc, en faisant cette fraction-là, je calcule le temps de propagation. Donc, la somme de ces deux temps-là me permet de déterminer ce que j'appelle le temps de transfert, c'est-à-dire le temps global que va mettre mon message pour arriver entièrement vers le destinataire. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok, on avance. Alors, un petit exemple ici. Donc, là, on vous dit, on considère le signal numérique. Bon, c'est clair qu'il est numérique puisqu'il est de forme carrée. Vous avez un seul paramètre qui est exprimé ici, c'est la tension du signal. Donc, on relève l'échantillon représentatif suivant. Donc, on vous dit V est égal à 4, oui. Donc, la balance est égale à 4, oui, je peux le constater ici en énumérant les différentes tensions au niveau de l'axe perpendiculaire. Donc, vous avez la tension 0 volts plus V, 2V, 3V. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 4 tensions. Donc, ça va représenter 4 étapes aussi. Donc, N étant égal à log de 2V, donc j'ai 2 bits par étape. La durée d'un état, bon, je regarde l'échelle TRX, c'est 1 milliseconde. Donc, petit delta est égal à 1 milliseconde. Donc, forcément, R, la rapidité, ça va être un 1 sur, est égal à 1 sur delta, 1 sur 10-3. Donc, il faut toujours donner le temps en secondes, hein. Donc, ça me donne 1000 volts. Donc, 1000 états à la seconde, donc ça s'exprime par l'unité volt. Le débit, qui est fonction de R et de N, donc D égale N fois R, N égale à 2, R est égal à 1000, donc le débit est égal à 2000 bits par seconde. OK? Donc ça, c'est pour vous illustrer le paramètre qu'on vient de voir à travers cet exemple. Alors, on va marquer une pause et faire un exercice. On reviendra vers le cours. Est-ce que dans le PDF que je vous ai envoyé, est-ce qu'il y a la série d'exercices à la fin? S'il vous plaît, vous me confirmez si vous avez reçu donc la série d'exercices en fin du PDF, à la fin du PDF. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui. Est-ce que vous avez reçu le PDF? Je l'ai envoyé. Oui, monsieur, il y a la série d'exercices à la fin. Ok, merci. Alors, je vous ai dit qu'on n'aura pas le temps de faire tous les exercices, donc il faudra choisir un certain nombre d'exercices pour les faire. Le reste, vous aurez les corrigés, donc vous essayez de les faire vous-même. Ça, je vous donnerai les corrigés. Ok, l'exercice numéro 6.
qu'est-ce qu'il dit, cet exercice? Il vous dit, deux stations s'échangent de l'information via un satellite de communication situé à 36 000 km de la surface de la Terre. La vitesse de propagation du signal sur le support de transmission l'air entre le satellite et une station terrestre est égale à celle de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Supposons que l'une des stations émet un message vers l'autre station d'une taille de 800 bits et avec un débit binaire de 64 kilobits par seconde. Alors, on va essayer d'illustrer ça par le schéma pour que vous compreniez. Donc, ça ressemble à la Terre. Vous avez deux stations terrestres A et B qui veulent communiquer. Bon, il s'avère que ces deux stations sont éloignées et qu'il n'y a pas possibilité de les raccorder. En tout cas, les communications terrestres ne sont pas évidentes pour acheminer le signal de A à B. Donc, la solution la plus pratique, c'est d'utiliser un satellite. Donc, le satellite est un équipement qui se trouve dans le ciel à une certaine orbite. Alors, il y a plusieurs orbites. Pourquoi? Parce que pour faire en sorte que le satellite soit géostationnaire, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas par rapport à un observateur terrestre. C'est-à-dire que si je suis, moi, un observateur ici, quand je regarde le satellite, pour moi, il est immobile. OK? Donc, il y a certains satellites qui ne bougent pas. Il y a d'autres qui bougent. Ça ne veut pas dire que tous les satellites sont géostationnaires. Pour certaines applications, j'ai besoin que le satellite ne bouge pas. Notamment, tous les satellites qui vont diffuser, par exemple, des programmes radio-télévision. Donc, on a besoin que le satellite soit donc, fixe, c'est-à-dire dans sa position. Sinon, vous serez amené à toujours bouger votre parabole. Donc, ça, ce n'est pas pratique. Donc, il faudrait que le satellite ne garde toujours la même position par rapport à un observateur terrestre. C'est ce qu'on appelle un satellite géostationnaire. Alors, ce satellite, pour qu'il soit géostationnaire, il faut l'envoyer à une altitude, à une orbite égale à 36 000 km. Si vous envoyez un satellite à une altitude inférieure à 36 000 km, il ne sera pas géostationnaire. Il aura une vitesse différente à celle de la Terre. Donc, soit il va aller plus rapidement, soit plus lentement que la Terre. En général, c'est plus rapide que la Terre. Donc, ils vont bouger. C'est-à-dire qu'ils vont se déplacer sur la Terre pour des applications différentes, notamment des applications militaires, des applications, par exemple, de météorologie, c'est-à-dire pour déterminer la météo. Donc, on a un certain nombre de satellites dont on a besoin qui se déplacent, notamment pour la téléphonie aussi. Téléphonie Foria, par exemple, on a des satellites qui bougent. Les satellites de Google, notamment. Donc, ces satellites-là aussi ne sont pas géostationnaires pour la plupart. Donc, en fonction des applications, il y a certains qui sont géostationnaires, d'autres non. OK, donc un direct de la station A, elle veut envoyer un message à B. Donc, on vous a donné la taille du message, c'est 800 bits. Et le débit de la carte réseau de cette station est égal à 64 kilobits par seconde. Donc déjà, les données de l'exercice sont claires. On va passer aux questions. Première question, calculer le temps de transmission de ce message. Là, le temps d'émission. Donc, on vient de définir c'est quoi un temps d'émission. Là, le temps d'émission, c'est le temps nécessaire. Oui. La taille du message sur le débit. Voilà. Donc, je vais simplement de rappeler c'est quoi le temps de transmission. C'est le temps nécessaire pour que la carte réseau injecte tout le signal représentatif de mon information, de mon message. Donc, votre camarade a rappelé que ça dépend du débit et de la taille. Donc, le débit, donc, ça a été donné comme paramètre d'entrée à l'exercice. Donc, c'est une donnée de l'exercice. Donc, on vous dit 64 kilobits par seconde. Alors, tout à l'heure, tu m'avais dit qu'il faut uniformiser les unités. Et là, voilà, tu as un exemple concret. Donc, là, c'est en kilobits. Donc, tu dois multiplier par 1024. Alors, faites attention. Lorsqu'on exprime les kilos pour les données, donc kilo, méga, etc., donc c'est toujours des puissances de 2. Donc, kilo, c'est 2 puissance 10. Méga, c'est 2 puissance 20, etc. Donc, quand on parle de kilos, c'est 1024 et non pas 1000. Hein. Quand on parle de méga, c'est 1024 fois 1024. OK? Donc, le débit,
c'est cette quantité d'informations que je peux envoyer en une seconde. 800 bits, je dois les envoyer en un temps d'émission que je dois déterminer. Donc, il y a l'inconnu terrible. Donc, comment déterminer l'inconnu? Règle de 3. Donc, une seconde fois 800 est égale au débit fois cet inconnu. Donc, l'inconnu terrible, donc temps de transmission, ça va être 800 divisé par 64 fois 1024. Donc, lorsque vous faites les calculs, vous allez trouver que le temps de transmission est égal à 12 millisecondes. C'est-à-dire que la carte réseau va nécessiter 12 millisecondes pour générer tout le signal représentant le message d'IALI qui fait 800 bits. C'est ce qui exprime ce temps-là. Est-ce que c'est clair? Oui. Monsieur, le temps de transmission ou le temps d'émission? Qu'est-ce qui est fait? J'ai dit tout à l'heure qu'on peut l'appeler temps de transmission ou là temps d'émission. Tout à l'heure, je l'ai noté temps d'émission, mais on peut l'appeler aussi temps de transmission. Alors, deuxième temps, calculer le temps de transfert, c'est-à-dire le temps global. Et ce temps-là est la somme de deux temps. On vient de le voir, c'est le temps de transmission auquel je vais rajouter le temps de propagation. Donc, le premier, je viens de le calculer. Le temps de transmission, on vient de le calculer, est égal à 12 millisecondes. Reste à déterminer le temps de propagation. Donc, le temps de propagation, c'est le temps que va mettre le signal pour aller vers le satellite. Le satellite n'est pas le destinataire. Le satellite n'est qu'un relais. En fait, il doit aussi faire le downlink, c'est-à-dire passer du satellite vers la station B. Donc, c'est un aller-retour. C'est-à-dire qu'il va monter, en bas, il va descendre. Donc, le temps de propagation, ça va être la distance parcourue divisée par la vitesse de propagation. La distance, donc je viens de vous dire, c'est un aller-retour quelque part. Ça monte et ça descend. Donc, c'est 2 fois 36 000. Puisque la distance entre le satellite et la Terre, c'est 36 000 km. Donc, j'ai besoin de parcourir 36 000 km pour aller vers le satellite. On va faire le chemin inverse pour aller vers B. Donc, ça me fait 72 000 que je divise par la vitesse de propagation qui est égale à 300 000. Ça, c'est ce qui a été donné dans les lancers. Donc, je vais trouver, en faisant les calculs, je vais trouver que ce temps-là de propagation est égal à 240 millisecondes. Donc, que je somme avec le premier temps que j'ai calculé tout à l'heure, 12 millisecondes, donc ça me donne 252 millisecondes. Alors, qu'est-ce que vous remarquez lorsque vous comparez ces deux temps? Le temps d'émission par rapport au temps de propagation. Il y a une grande différence, monsieur. Alors, qui est le plus important? Le temps de propagation. Et est-ce que ça paraît logique? Est-ce que ça vous paraît logique? Pourquoi pas, monsieur? Ça paraît logique si on prend en considération les distances. Voilà, ok, c'est ce que je voulais que vous me disiez. C'est que, justement, pour les communications via satellite, quand vous passez par des satellites, on va avoir ce qu'on appelle une latence qui est importante. La latence, c'est justement le temps de retard qui va mettre le message pour arriver vers la destination. Et cette latence-là, elle est due justement au temps de propagation, qui est, on va dire, il est décuplé. Parce que là, si vous comparez les temps que vous allez mettre avec des transmissions terrestres, c'est-à-dire que si vous utilisez des réseaux terrestres comparativement à des réseaux satellitaires, donc qui utilisent des liaisons satellitaires, le temps de propagation des communications terrestres, il est quasiment négligeable parce que les distances sont très minimes, c'est-à-dire que les distances qui vont séparer un émetteur vers un destinateur, c'est quelques centaines de kilomètres. Donc, si vous appliquez la même formule, vous allez trouver que le temps est égal à 0,0 peut-être. Ça, c'est quelque chose de très infime. Mais quand vous passez à
des liaisons satellitaires, ce temps de propagation, il est majoré de manière très importante. Et ça, c'est une caractéristique justement des communications par satellite. C'est-à-dire qu'on va avoir un délai d'acheminement qui est important comparativement à des liaisons terrestres. Et un petit exemple, si vous comparez le signal, par exemple, à la télé, c'est-à-dire quand vous recevez un programme, par exemple à l'ENTV, via l'antenne normale, ou là, avec votre antenne parabolique, vous allez voir qu'il y a toujours un décalage de quelques secondes. Parce que le signal terrestre il vous arrive plus rapidement. Par contre, le signal via satellite donc, va nécessiter un cheminement, un traitement supplémentaire. Et sachez aussi que, je reviens vers le schéma pour vous expliquer quelque chose, c'est que un satellite ne couvre pas la totalité de la Terre. Il couvre une partie de la Terre. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, faire une communication entre l'Algérie et l'Australie, ce qu'on appelle les antipodes, ce qui se trouve, c'est-à-dire que l'Algérie se trouve, c'est l'autre point opposé de l'Australie. Il vous faut utiliser minimum 3 satellites. C'est-à-dire que c'est le message qui est envoyé vers le satellite. Peut-être qu'il aura besoin de redescendre et passer par un autre satellite, ensuite un troisième satellite pour pouvoir acheminer l'information vers justement l'antipode, qui est l'Australie. Donc, c'est ce temps-là qui est multiplié par 3, sans parler de tous les traitements que je pourrais observer au niveau des stations intermédiaires. Ce qui fait que le temps global peut se mesurer en quelques secondes. C'est-à-dire qu'en termes de retard, en termes de temps de communication, pour que le signal arrive vers destination, cela peut être très, très important. Si je le comparais par rapport, par exemple, à un câble sous-marin en fibre optique qui irait, par exemple, de l'Algérie vers l'Australie. Là, le temps sera plus rapide que par rapport à des liaisons satellitaires. Là, j'ai fait une représentation grossière, hein, parce que 36 000 km, ce n'est pas là. Si j'essaie d'être exact dans mon positionnement, 36 000 km, c'est normalement 3 fois le diamètre de la Terre. Parce que le diamètre de la Terre, il me semble, c'est 12 000. Donc, je devrais sortir de l'écran de mon laptop pour pouvoir vous représenter le satellite. Donc, c'est quasiment très, très loin dans le ciel. C'est des distances très, très importantes. Alors, j'ai donné le cas dans les programmes TV, mais aussi on peut le constater, ces retards-là, lorsque vous faites des appels téléphoniques lointains. C'est-à-dire, si vous appelez un pays lointain et vous passez par exemple, une liaison satellitaire, vous allez constater qu'il y a aussi une latence, c'est-à-dire qu'il y a un décalage. C'est-à-dire que lorsque vous parlez, votre correspondant ne va pas vous répondre instantanément. Donc, il va mettre un certain nombre de secondes avant de vous répondre. Pourquoi? Parce que le message direct vocal ne va pas lui arriver rapidement. Donc, il va mettre quelques secondes pour pouvoir lui arriver. Donc, une fois qu'il a euh, compris le message, il va vous répondre. Donc, il y a toujours un décalage de quelques secondes entre ce que vous dites et la réponse de votre correspondant. Et ça, c'est dû notamment aux communications satellites où il y a une latence plus importante que par rapport à des liaisons terrestres. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok, on avance dans l'exercice. Alors, question suivante, on vous dit l'une des méthodes les plus simples pour la détection d'erreurs de transmission consiste à faire retourner par le récepteur une copie du message qu'il reçoit. L'émetteur compare alors les deux messages. Alors, parmi les premières méthodes qui ont été implémentées pour la détection d'erreurs, c'est ce qu'on appelle la technique par écho. Alors, l'écho, c'est quoi? C'est-à-dire quand je reçois mon message, je le renvoie vers l'émetteur. L'émetteur, il va faire quoi de ce message écho? Il va le comparer. Il va le comparer avec son propre message qu'il a envoyé. Donc, si l'écho, il est égal au message qui a été transmis, donc je constate, là j'en conclus qu'il n'y a pas d'erreur de transmission. Si je trouve que ce que j'ai reçu est différent de ce que j'ai émis, donc là, je vais conclure qu'il y a une erreur et je retransmets de nouveau le message. Bon, cette technique a été abandonnée par la suite parce qu'elle est très coûteuse, hein, et elle retarde les transmissions. Donc, elle a été implémentée dans certains cas et au début c'est-à-dire lorsqu'on a conçu pour la première fois les premiers réseaux, donc on a implémenté cette méthode. On a remplacé par d'autres méthodes plus efficaces. Bon, supposons que cette technique-là est utilisée
on vous demande de calculer le temps de transmission de communication lorsque le support de transmission est exploité en half et en full duplex. Alors, je vais vous expliquer ça veut dire quoi half et full duplex. Alors, d'abord pour le half duplex. Le half duplex, cela sous-entend que le support de communication ne peut être utilisé à l'instant T que dans un seul sens, c'est-à-dire soit émettre, par exemple, de A vers B, ou bien de B vers A, mais pas en même temps. C'est-à-dire que ce n'est pas bidirectionnel. C'est dans un sens à l'instant T. Maintenant, je ne peux pas émettre et recevoir en même temps. Mais je peux émettre et recevoir, c'est-à-dire à des temps différents. Maintenant, j'émets, une fois que l'émission s'est terminée, je peux répondre par la suite, à condition que l'autre a terminé l'émission. C'est comme le principe de talkie-walkie à la police. C'est-à-dire que je ne peux pas parler lorsque quelqu'un d'autre parle. C'est-à-dire lorsque il a terminé de parler, il me donne la main et là, je peux lui répondre. Donc, le support de transmission ne peut être utilisé que par un seul équipement à la fois. Donc, c'est ce qu'on appelle une liaison qui est gérée en half duplex. Alors, on me demande ici de calculer le temps de communication, c'est-à-dire le temps global que va mettre le message pour aller de A vers B, pour revenir vers A, c'est-à-dire l'écho vers A. Alors, je vais interrompre une minute le cours parce que j'ai un chat qui m'embête un peu et je reviens vers vous. Ok, donc on continue. Donc, on était avec l'exercice. Donc, le temps de communication, c'est le temps global qu'il faut calculer. Alors, je vais le faire sur le schéma pour que vous puissiez comprendre justement le raisonnement. Donc, je vais prendre des temps de référence. Alors, on va supposer que le début de transmission par le message va commencer à t égale t0. Donc, ça, c'est t0, voit le temps de référence qui est. Après 12 millisecondes, c'est-à-dire T0 plus 12 millisecondes, la station 1, elle a terminé de transmettre tout le message sur le câble, sur le support. Bon, ça, ce n'est pas un câble, c'est plutôt l'air, c'est le support. Donc, après T0 plus 12 millisecondes, donc, le signal TI a été généré complètement. Ensuite, ce signal-là, il a besoin de se propager de A vers B. Donc, il va mettre un certain temps. Donc, le premier bit qui a été généré, le premier état représentant le premier bit, il va mettre T0 plus 240 millisecondes. C'est le premier bit qui a été généré. Donc, il va mettre T0 plus 240 millisecondes. Par contre, le dernier bit de mon message, lui, il va arriver T0 plus 12 millisecondes plus 240 millisecondes. Donc, le dernier bit de mon message a le temps nécessaire pour qu'il soit transféré vers B. C'est ce qu'on avait calculé tout à l'heure, un temps de transfert. Donc, ça, c'est le temps de transfert pour recevoir la totalité de mon message. Donc, c'est 240 plus 12. Alors, la question que je devrais me poser, lorsque le premier bit arrive ici, au niveau de B,
est-ce qu'il peut reprendre le chemin inverse, c'est-à-dire Non, revenir vers A? Oui, non. pourquoi? Monsieur, on a dit que c'était à sens unique. Voilà, on avait parlé de liaison half duplex. C'est-à-dire que là, je ne peux pas parce qu'il y a les 799 bits qui sont toujours sur le support, qui ne sont pas encore arrivés. Donc, je dois attendre, si vous voulez, l'arrivée de tous les bits pour que je puisse ensuite engager la transmission dans le sens inverse. D'accord? Donc, je dois attendre la réception de tous les bits, c'est-à-dire jusqu'au 8 centième, pour que je puisse commencer l'émission du premier bit dans le sens inverse. Donc, hadaya, le premier bit, il va être envoyé à l'instant t égale t0 plus 12 plus 240 millisecondes. D'accord? On est d'accord avec ça. Le dernier bit du message, il va être envoyé à partir de B après t0 plus 12 plus 12 plus 240. Vous êtes d'accord? Il faut que j'observe un autre temps d'émission pour envoyer tout le message dans le sens B vers A. Clair? Oui. Ensuite, ce dernier bit, il va mettre 240 millisecondes pour revenir vers A. Alors, la référence derrière, c'est toujours le dernier bit. Qui reçoit le dernier bit, classe. Maintenant, j'ai reçu tout le message. Donc, c'est ce que j'essaie ici de déterminer. Donc, le dernier bit va arriver T0 plus 12 plus 12 plus 240 plus 240. Donc là, j'ai déterminé le temps de communication global pour que mon message aille de A vers B et ensuite revienne de B vers A dans le cas où la liaison elle est gérée en half duplex. Donc, en revenant en arrière, donc ça va me faire 2 fois un temps de transfert qui me donne 504 millisecondes. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au premier cas? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui. OK, donc on va passer maintenant au deuxième cas qui est le full duplex. Et là, vous aurez compris que le full duplex, c'est l'inverse du half duplex, c'est-à-dire que la ligne, elle est gérée en bidirectionnel. C'est-à-dire que là, je peux envoyer, que je peux recevoir en même temps. C'est comme si j'avais deux câbles. Dans le premier cas, c'est comme si j'avais un seul câble que je partageais. Et dans le deuxième cas, j'ai deux câbles. Donc un câble dans un sens et un câble dans l'autre sens. Et donc, on refait le même schéma que tout à l'heure en explicitant les temps de référence. Donc, on a toujours donc, le début de la transmission se fait à t égale t0. Le dernier bit, il est envoyé après 12 millisecondes. Donc, le premier bit arrive à l'instant t0 plus 240. Et là, vous êtes d'accord que lorsque le premier bit arrive vers B, il n'a pas besoin d'attendre le reste. C'est-à-dire, il peut s'engager sur le chemin de retour. دونك غير يلحق البروميي بيت يعاود يقلع Voilà, في c'est الروتو. ça. C'est-à-dire, dès qu'il là, il n'a pas besoin d'attendre l'arrivée, puisqu'on a deux liaisons qui sont séparées, une liaison dans ce sens et une liaison dans l'autre sens. Donc, Donc, il fait le retour bit par bit. c'est-à-dire, j'ai pas saisi, c'est une question Donc, là. non, donc à l'arrivée du premier bit, il l'envoie. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire, comme je gère la liaison full duplex, c'est-à-dire, c'est comme si j'avais deux câbles, donc je ne suis pas obligé d'attendre le reste du message. Donc, dès que je reçois le premier bit, je peux l'engager sur le sens inverse, c'est-à-dire de B vers A. Donc là, je ne vais pas, il n'y a pas de temps d'attente. Il n'y a pas un temps d'attente de 12 millisecondes comme je l'ai constaté dans le premier cas. Donc là, je m'économise un temps d'émission. C'est-à-dire, pendant que je reçois le message, je suis en train aussi de l'envoyer sur le sens inverse. Donc, ça se fait en parallèle.
C'est-à-dire l'émission se fait en parallèle que la réception. D'accord? Donc, c'est ce qu'on vous écrit ici. Avec arrivée du premier bit à l'instant t égale t0, émission du premier bit à l'instant t0 plus 240 millisecondes. Donc, il n'y a pas de temps de séjour au niveau de DOD. Dès qu'il arrive, il reprend son chemin vers le sens inverse. Et donc, le dernier bit, lui aussi, dès qu'il arrive, il va être retransmis sur A. Donc, il n'y a pas de temps d'attente. Donc, il arrive à l'instant 12 millisecondes plus 240 et il repart au même instant. Ce qui fait que le temps global de communication, ça va être 12 plus 240 plus 240. Donc là, vous remarquez qu'on s'est économisé un temps de transmission par rapport au cas où on gérait la liaison en half duplex. Alors, on revient vers... Voilà. Donc, je vais m'économiser un temps de transmission. Donc, le temps global de communication, ça va être 504 moins 12 millisecondes, ce qui va me donner 492 millisecondes. Est-ce que c'est clair? Oui. OK. Donc, reste un quart d'heure. Je vais revenir au cours rapidement, vous introduire une notion très importante qui est la notion de bande passante. Alors, la bande passante, c'est un paramètre très important dans les réseaux. C'est-à-dire que vous allez voir pour ceux qui vont manipuler les réseaux, là, en tant qu'informaticien en général, c'est un terme qui va revenir souvent. Alors, qu'est-ce qui va exprimer, cette notion de bande passante? C'est une propriété physique qui est propre à tous les supports, mais elle n'est pas la même. Alors, en clair, prenez un câble, il est fabriqué avec une certaine matière et avec un certain procédé. Ce qui fait en sorte que ce câble-là ne va pas pouvoir accepter n'importe quel type de signal. C'est-à-dire, si vous envoyez un signal avec un fort voltage, ce câble risque de brûler, en tout cas, il ne va pas propager ce signal-là. Donc, quand on va analyser les câbles, on va les tester, on va voir que les câbles vont accepter seulement une classe de signaux et ils vont refuser une autre classe de signaux. C'est-à-dire que dans un intervalle, ils vont accepter les signaux. En dehors de cet intervalle, ils ne vont pas accepter les signaux. Alors, quand je dis ne vont pas accepter, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, si vous essayez d'envoyer un signal qui n'est pas toléré, au niveau du câble, vous allez, par exemple, un câble électrique, vous allez voir que ce signal-là va se transformer instantanément en chaleur. Maintenant, il n'aura même pas le temps de se propager. Maintenant, on va lui refuser l'accès au câble. Le câble va chauffer instantanément et toute l'énergie du signal va se transformer en chaleur. Ce n'est pas un affaiblissement, parce que l'affaiblissement, le signal se propage et c'est au fur et à mesure qu'il se propage, sous l'effet de la résistance, il y a une partie du signal qui se transforme en chaleur. Là c'est instantanément. Maintenant, le signal ne fait même pas un centime. Maintenant, il va être refusé dès le départ et le signal va être transformé complètement en chaleur. C'est dû à quoi? C'est dû aux caractéristiques du signal. C'est-à-dire qu'il y a certains signaux qui peuvent passer, d'autres non. C'est comme si il y avait un gardien à l'entrée du câble, voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut l'apprendre comme ça. C'est une propriété des câbles en général. Alors, d'un câble à un autre, je ne vais pas avoir la même bande passante. Alors, c'est quoi la bande passante? Concrètement, c'est que quand on fabrique, tout à l'heure j'avais parlé de câbles normalisés, quand on va fabriquer des câbles, quels que soient ces câbles-là, même l'air, c'est-à-dire quand on va analyser l'air, il a aussi sa bande passante, on va les tester. C'est-à-dire qu'on va envoyer des signaux en faisant varier un paramètre, c'est la fréquence.
la fréquence du signal. Maintenant, on prend une fréquence basse, on va l'augmenter, on va voir comment se comporte ce signal-là au niveau du câble. À un certain moment, on va remarquer que, par exemple, entre un intervalle F1, F2, tous les signaux qui ont été envoyés ne subissent rien, c'est-à-dire qu'ils vont garder leur énergie de départ. C'est-à-dire que les signaux sont tolérés. Maintenant, à l'approche des bornes de cet intervalle, maintenant, quand je m'approche de F1, je vais constater que l'énergie qu'a le signal va chuter de manière exponentielle. Vous voyez, dès que je m'approche de F1 ou de F2, qui sont les bornes de mon intervalle, le signal va chuter. Alors, le signal en termes de puissance. Donc, comment déterminer F1 et F2? F1 et F2 vont déterminer les bornes de ma bande passante lorsque le signal chute d'un rapport de 1 sur 2. Maintenant, quand je constate que, par exemple, le signal bateau avec F1 et que le signal a chuté d'un rapport de 1 sur 2, il y a la borne la bande passante. Ou c'est la deuxième borne. Et donc, F2 moins F1 va me donner la valeur de la bande passante. Alors, plus l'écart est important, plus la fenêtre elle est grande, plus maintenant le câble TACOM va permettre d'avoir un débit important. Parce qu'il y a des formules qui ont été données qui sont en fonction de cet intervalle. Et l'intervalle n'est pas le même, ce n'est pas une constante. Il faut l'étudier, c'est-à-dire qu'il faut faire des tests au niveau de chaque cas pour déterminer justement quelle est la valeur de W. Alors, si vous fabriquez tous les câbles de la même manière en respectant le même procédé, forcément, vous allez aboutir à la même bande passante. Mais si vous voulez fabriquer votre câble différemment, vous allez obtenir une bande passante différente, peut-être plus importante, peut-être moins importante. D'accord? Donc, ça, c'est une caractéristique physique des câbles. Et donc, elle est étudiée empiriquement. C'est-à-dire que je vais déterminer ces valeurs-là, en tout cas ces bandes-là, de manière en faisant des tests pratiques. Alors, je viens de dire que W me permet de donner ce qu'on appelle le débit que je peux atteindre avec un câble. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites une transmission sur un support, vous avez deux contraintes. Vous avez la contrainte de votre carte réseau, c'est-à-dire quelle est la capacité de la carte réseau à pouvoir générer de signaux élémentaires à la seconde. Ça, c'est la vitesse de génération de signaux qui est propre à la carte réseau. Mais ça ne veut pas dire que vous allez toujours envoyer avec la vitesse de la carte réseau. Il faut aussi considérer ce que peut supporter le câble. C'est-à-dire que là, avec une carte réseau qui fait 100 mégabits par seconde, ou le câble TAC qui ne peut pas supporter cette vitesse-là. Donc, tu ne vas pas envoyer à 100 mégas. Tu vas envoyer par rapport à ce que te permet le câble. Donc, c'est toujours le minimum entre les deux, entre ce que permet la carte réseau et ce que peut supporter le câble. Alors, ce que peut supporter le câble va dépendre de deux facteurs. Il va dépendre de sa bande passante et il va dépendre aussi du bruit, c'est-à-dire l'environnement, quel est le bruit qui va impacter ce signal-là. Le bruit n'est jamais nul. C'est-à-dire qu'on a brûlé, vous ne pouvez jamais faire en sorte que le bruit soit nul. Il y a toujours une modification de votre signal, aussi faible soit-elle. Donc, le débit maximal que peut m'offrir un câble, il est noté C, on l'appelle capacité. Et quand je vais acheter un câble, je connais sa capacité théorique. C'est-à-dire, on va me dire, le câble Hadaya, il me permet d'envoyer à une vitesse qui est égale à 1 giga ou à 100 mégas ou à 10 mégas. C'est-à-dire que c'est le maximum théorique que je peux atteindre. Ça ne veut pas dire que je vais forcément atteindre les 100 mégas ou les 1 giga. Mais théoriquement, voilà ce que je peux atteindre. Voilà, je vous dis théoriquement. Parce que, bon, W, je le connais. W, il est connu. Par contre, ce qui est variable, c'est le bruit. C'est-à-dire, quand je vais tester ou déterminer la capacité, je vais le faire en laboratoire. C'est-à-dire en faisant en sorte que le bruit soit le plus faible possible. Exclure tous les environnements qui comportent des champs magnétiques, etc. Mais même en excluant les bruits externes que je vais trouver dans l'environnement,
il y a toujours un bruit, c'est-à-dire je ne peux pas l'éliminer. Euh, alors, je ne sais pas si je l'avais dit, mais bon, je le répète, c'est-à-dire le signal lui-même s'auto-perturbe. C'est-à-dire quand vous envoyez un signal électrique sur un câble, il va créer un champ magnétique qui va يتبرتبه automatiquement وحده. et il va modifier le signal dialogue. Et j'avais donné un exemple le cours précédent pour vous dire, pour vous montrer c'est quoi le bruit. Je ne sais pas s'il y a. Voilà. Et que là, la dernière fois, on a représenté ça. Là, c'est le signal théorique. Mais dans la pratique, vous allez avoir un signal qui est déformé. Alors, tant que la modification n'est pas importante, j'ai toujours la possibilité de reconnaître le 0 parmi le 1. Mais lorsque vous avez une modification qui est très importante, là où vous n'arrivez plus à distinguer du 0, là où là, vous pouvez inverser le signal. Donc, si je compare le signal par rapport à le signal, il y a toujours une modification, il y a toujours un epsilon, ou là, voire une modification importante, comparativement au signal d'origine. C'est-à-dire là, c'est plus réaliste ce que j'ai représenté ici en vert. Avec le signal théorique, avec le signal réel qui va parcourir mon câble. Et vous voyez que c'est différent. Bon, je suis toujours capable de dire que ça c'est un 1, ça c'est un 0. Mais vous voyez qu'il y a des signaux en forme de dents parce qu'il y a un bruit qui va justement impacter le signal d'origine. Donc, je reviens vers ma formule. Donc, si réellement B est égal à 0, si B tend vers 0, c'est tendrait vers l'infini. On est d'accord, parce que mais lorsque B tend vers 0, le rapport A va tendre vers l'infini. Et même s'il va tendre vers l'infini, j'allais dire doucement, parce que c'est une fonction logarithmique, mais n'empêche que C aurait été infini. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir des débits infinis. Pourquoi? Parce que le bruit n'est jamais nul, aussi petit soit-il. Donc, cette formule-là, elle me permet de déterminer une capacité, un débit maximal théorique. Allez, je répète encore une fois. Elle est théorique parce que quand vous achetez un câble pour 100 mégas, avec le 100 mégas qui est écrit sur le câble, vous n'allez jamais l'atteindre dans un environnement réel parce que il a été obtenu dans j'allais dire, un environnement stérilisé, si on peut dire ça. C'est-à-dire qu'on a éliminé tous les bruits qui pouvaient être produits par un environnement à proximité. Donc, vous, lorsque vous allez utiliser votre câble dans un environnement réel, vous allez avoir un bruit plus important. Donc, qui va faire en sorte que la capacité réelle va être très loin de ce qui a été mentionné sur le câble. Donc, la capacité radique, elle est théorique. C'est-à-dire que c'est le maximum, dans le meilleur des cas, voilà ce que vous pouvez obtenir. OK? Est-ce que c'est d'accord pour pour la capacité? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui, monsieur. J'ai besoin de savoir s'il y a la connexion, s'il n'y a pas de connexion. Ça se coupe. Alors, ça, c'est la première formule. Donc, ça vous donne la capacité du câble. Alors là, on vous donne, en général, on vous donne les paramètres. Quand on vous demande de calculer la capacité, vous avez W, on a c'est l'intervalle, F2 moins F1, et on vous donne le ratio HDA, signal sur le bruit, c'est-à-dire le niveau du signal d'origine et le niveau du bruit à l'environnement. OK, donc si le bruit il est faible, HDA, il sera très important. Le ratio va être très, très important. Alors, un petit exemple pour illustrer cette notion de bande passante. Donc, on vous dit une ligne téléphonique, la bande passante est égale à 3100 Hz. Le rapport signal sur le bruit est égal à 30 décibels. La capacité de transmission, donc, si j'utilise donc cette formule-là, je vais trouver que je vais obtenir 10 600 bits. C'est-à-dire que le débit théorique maximal que je peux atteindre est égal à 10 600 bits par seconde. Alors, une petite remarque, s'il vous plaît. Là, on m'a donné le rapport S sur B en décibels. J'avais expliqué cette notion-là de décibels. Quand on vous donne un ratio avec comme unité décibels, ça ne veut pas dire que c'est S sur B qui est égal à 30. Alors, qu'est-ce qui est égal à 30 ici?
Rappelez-vous. Alors, ce qui est égal à 30, c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire c'est 10 log 10 S sur B qui est égal à 30. Donc, faites très attention. Quand on vous donne un ratio avec une échelle décibels, ça veut dire que vous avez élevé la valeur tacon à une échelle logarithmique. Et donc, le ratio HDA, donc la valeur 30 HDA, ce n'est pas le ratio lui-même qui est maintenant, mais chez S sur B qui est égal à 30, mais c'est 10 log 10 qui est égal à 30. Pour obtenir S sur B, donc il faut faire le calcul, c'est-à-dire élever à l'exponentielle pour pouvoir trouver la valeur exacte de S sur B et la remplacer dans la formule. OK, est-ce que c'est clair, cette notion de décibels hein? Monsieur, تقدر تعاود هاد لا نوسيون. هذه قلنا باسكو انت كي يكون عندك بي صغير بزاف donc tu vas essayer de calculer la valeur de S sur B تخرج لك كبيره بزاف, c'est-à-dire que l'ensemble des valeurs que tu vas obtenir, l'intervalle il est très grand. C'est-à-dire que pour éviter de manipuler des valeurs très très grandes, on les exprime dans une échelle logarithmique. On va revenir là où je t'ai introduit. Voilà, on l'a introduit ici, si vous vous rappelez. Donc, dans le rapport d'affaiblissement, qu'on a pour passer d'une échelle réelle vers une échelle logarithmique, c'est-à-dire au lieu d'avoir un intervalle très large de valeurs, on va le reproduire sur un intervalle plus petit. Donc, en l'élevant justement à l'échelle logarithmique, c'est-à-dire en faisant 10 log 10 la valeur. Donc, quand vous élevez à l'échelle logarithmique, l'unité, c'est décibels. Donc, quand on vous donne n'importe quelle valeur, c'est un signal en général pour les décibels, donc il faudrait que vous pensiez directement que la valeur indique, elle a été élevée à l'échelle logarithmique. C'est-à-dire que la valeur n'est pas égale, par exemple, à 30 décibels. C'est 10 log 10 le paramètre qui est égal à 30 décibels. Donc, pour trouver 10... le paramètre, il faut diviser par 10 et élever à l'exponentielle. Monsieur, donc 10 log 10 S sur B est égal à 30. C'est 10 log 10 S sur B qui est égal à 30. Donc, la valeur de S sur B, il faut d'abord la déterminer pour la remplacer dans la formule qui a la capacité. OK. Donc là, ce n'est pas 30 qu'il faut remplacer. Il faut déterminer ce que ça donne lorsque vous faites les calculs. Voilà, donc on est arrivé au terme de la séance. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant de vous libérer? Et vous me confirmez, s'il vous plaît, la séance de mardi? Donc, j'invite donc la déléguée. Donc, s'il vous plaît, vous me confirmez par la suite la séance de mardi. Hein. D'accord, monsieur. OK, donc à mardi, Inch'Allah. Ah oui, s'il vous plaît, mardi, comme j'ai un cours en présentiel pour les L2, donc si on peut le faire le matin. À quelle heure, monsieur? Comme vous voulez, je suis libre le matin, toute la matinée, parce que l'après-midi, je fais en présentiel, donc je ne peux pas faire le cours. D'accord. OK, donc vous me confirmez l'horaire, s'il vous plaît. OK, à mardi, Inch'Allah. Inch'Allah, au revoir. Voilà, merci monsieur. Au revoir.